J'avais 7 ans lorsque mon père mourut à la croisade. Le père de Guillaume me recueillit et érigea en alleu notre fief de Cécéras. Je fus donc élevé avec Guillaume, son fils unique. En ce temps-là, les Minerves régnaient sur plus de 30 fiefs, situés pour moitié sur la montagne Noire et pour moitié dans le pays plat en deçà de Narbonne. Dans nos pays de Languedoc, l'amour était roi, et nous recevions avec plaisir les troubadours. Les dames avaient alors un ou plusieurs poètes à leur dévotion. Ainsi, dans la grande salle de Minerve, le clair langage déployait ses grâces et les années s'avançaient. Mais une étrange lèpre de mysticisme rongeait le pays heureux. C'était cette hérésie cathare. Des prêtres nouveaux parcouraient nos chemins. Ils allaient par deux, vêtus de noir, avec un bonnet de feutre et une ceinture de chanvre à laquelle pendait un rouleau de parchemin. On les nommait parfaits. Innocent III, monté sur le trône pontifical, déclara: Mes frères, comme la brebis galeuse doit être tranchée du troupeau, l'hérétique d'Albigeois doit être séparé et retranché de l'humaine condition. En l'an de grâce 1209, les croisés, avec à leur tête un seigneur de l'île de France nommé Simon de Montfort et le nouveau légat du pape Arnaud Armaury, abbé de Cîteaux, mettent à sac Béziers. Tuez-les tous! Dieu reconnaîtra les siens. Puis vint le tour de Carcassonne. C'est à ce moment que notre cité devint l'asile de tous les proscrits, hérétiques ou simples croyants, seigneurs dépossédés de leurs fiefs et soldats de fortune. L'hiver s'écoula tranquillement, puis les amandiers reverdirent, et c'est là que tout commença pour nous. Nous vîmes arriver une longue cohorte habillée de noir et cordée de chanvre blanc, chantant un cantique. Simon de Montfort, tenu en échec à l'Astour, s'approche de Minerve. C'est le dernier jour de paix, le dernier soir où Minerve la Blanche, perchée sur son nid d'aigle, respire librement. C'est la dernière nuit où Minerve, casquée de lauze, peut dormir sans arbre. La journée entière, on a besogné dans les poternes et les hours. On a renforcé les portes, creusé des archères, empilé des flèches, transporté de l'eau, recensé et complété des provisions de toutes sortes. Guillaume veille à tout. Il est sur les remparts, passe dans les maisons, distribue les tâches. Au matin, des centaines de lances brillent sous le soleil levant. Guillaume empoigne son arc. Sa flèche siffle au-dessus des créneaux. Les balistes pour le siège furent mis en place.
Les machines commencèrent à envoyer leurs boulets. L'un d'eux faucha 2 merlons du château et cassa la cuisse d'un guetteur. Mais le plus catastrophique était que l'orage pressenti ne s'était pas déclenché et les réserves d'eau n'étaient pas inépuisables. Depuis 3 mois, inlassablement, Malvoisine catapultait ses boulets. Le soleil dardait de ses rayons, chauffant les pierres à blanc. Les provisions avaient grandement diminué, on avait tué les chevaux et les chiens. Mais, surtout, le puits était à sec. Il ne restait plus à Guillem qu'à négocier une bonne reddition. Boïta, le pape des Cathares, fut reçu par notre sire. Il lui proposa le consolamentum et de mettre ses parfaits en endura pour avoir moins de bouche à nourrir. C'était moi qui assurais le commandement depuis le départ de Guillem pour le camp de Montfort. Dans l'attente de Simon, c'était le moment crucial. Quelles sont vos conditions? Que votre peuple soit réconcilié avec l'Église, et nous ne nous inquiétons pas. Et pour les Cathares? Les abjures, sinon le bûcher. Sous la poterne, à mi-pente, encadré d'archers et de cavaliers, Guillem lisait l'acte de capitulation. Au créneau, nous écoutions, humiliés, souffletés. Que ceux qui veulent se réconcilier avec l'Église sortent de la ville. Ils auront la vie sauve. Que les soldats rendent leurs armes. Sinon, ils seront traités en rebelles. Guillem comptait les rescapés. Au 430e, le défilé s'interrompit. Cinquième heure de l'après-midi. Les moines sortent par la poterne de l'Est. Ils balancent le crucifix percé de flèches et chantent un cantique. Puis les chevaliers du temple et enfin le troupeau du sacrifice encordé 2 par 2. On pousse vers le bûcher ces hommes et ces femmes en chemise. Une vieille tombe d'épuisement. Les ribots la frappent à coups de pied. Les bourreaux allument leurs torches de résine et se placent aux 4 coins du bûcher. Boïta bénit ses compagnons, prononce la formule secrète qui avait puissance de trancher les liens attachant l'âme au corps et, par là, de réduire à la souffrance. Les flammes crépitent, haussent leurs crêtes sifflantes. Elles attaquent les pieds d'une parfaite, dévorent sa chemise. Des cris jaillissent des ronflements. La couronne ardente progresse de poutre en poutre. Ce n'est plus qu'un immense brasier. Là-haut, les cloches tintent et les corbeaux s'enfuient, apeurés. Les Minervois pleurent leurs parents, leurs amis. Le ciel se barre de longues traînées de sombres. Les flammes se couchent sur les cendres. Simon pique son destrier et monte vers Minerve. Guillem se tourne vers l'étendard de la croisade flottant sur son donjon, puis vers la large tache noire au bord de l'Olivette. Triste, il broche son cheval, s'en allant à travers le maquis planté de l'avant.